Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet explosif. Les nazis dirigent-ils le monde? Vous allez me dire, Chris, t'es parti en vrille, c'est de l'histoire ancienne, les nazis, ils ont perdu, été jugés et exécutés. Alors oui, bien sûr, c'est évidemment le récit officiel. Mais imaginez si tout ça c'était un énorme mensonge et que j'en ai toutes les preuves que je vais vous donner aujourd'hui dans toute cette vidéo. Certains nazis sont connus et d'autres beaucoup moins. Et je vous ai trouvé de vraies pépites. Alors abonnez-vous les amis et activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette période de forte censure. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'aident sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci où j'ai besoin de beaucoup de temps pour faire toutes les recherches, traductions, doublages et autres. Merci vraiment à vous tous. Allez, on démarre tout de suite avec une séquence que certainement déjà tout le monde a vue. Macron nous alertant gravement sur les dangers de l'antisémitisme. Alors j'ai fait un petit montage, une petite incrustation pour illustrer ces vraies, réelles convictions en arrière-plan. Regardez. Et aujourd'hui aussi, l'antisémitisme refait surface, vous l'avez évoqué, dans les mots, sur les murs. Il s'affiche sans crainte et sans honte. Et à cet égard, je veux ici être définitif. La République ne transige pas et ne transigera pas. Et nous serons impitoyables face aux porteurs de haine. Mais derrière cette haine antisémite, il faut voir ce qui s'y trouve aussi. La haine des Juifs, la haine des francs-maçons procèdent du même élan. Sont deux préludes, deux prétextes à la haine de la République. Et je le répéterai sans cesse, là où l'antisémitisme entend s'installer, prospèrent avec lui toutes les autres formes de racisme et de haine identitaire, très rapidement. Alors bien sûr, soutenir financièrement le nazisme tout en condamnant l'antisémitisme, nous assistons tranquillou à un nouveau spectacle de l'agité de la poudreuse, le maître de la contradiction, le roi du en même temps jonglant avec des paradoxes, avec un tour de prestidigitation diplomatique. Et bien sûr, aucun pays dans l'OTAN ne peut feindre l'ignorance sur les nazis en Ukraine pour une bonne et simple raison, c'est que les Américains les ont cachés et soutenus financièrement et que des nazis ont intégré l'OTAN comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, revenons sur la collaboration des nazis avec la CIA, avec cette excellente traduction de Quantum Leap. Regardez. Les documents de la CIA qui viennent d'être déclassifiés montrent les liens étroits et durables entre les services de renseignement américains et les nationalistes ukrainiens depuis 1946. D'après le rapport de l'agence de la CIA, il est clair qu'ils ne se sont pas trompés sur la nature des organisations nationalistes ukrainiennes ou sur leur chef, Stefan Bandera lui-même. Selon un rapport de l'OSS datant de septembre 1945, Bandera s'était forgé une réputation féroce pour avoir fait régner la terreur pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, Bandera et d'autres dirigeants nazis ukrainiens ont fui en Europe, où la CIA les a aidés à se cacher. La CIA a par la suite informé le service d'immigration et de naturalisation qu'elle avait caché Stefan Bandera et d'autres Ukrainiens aux soviétiques. Les opérations impliquant des Ukrainiens se sont poursuivies pendant de nombreuses années. Le procès de Nuremberg de 1945 et 1946 ont traduit en justice les dirigeants politiques, économiques et militaires de l'Allemagne fasciste et ont révélé au monde le visage monstrueux du nazisme et les crimes qu'ils ont commis. Mais les nazis ukrainiens n'ont pas connu le même sort et certains se sont même vus accorder des indulgences par la CIA. Alors la CIA a été créée le 26 juillet 1947 pour remplacer l'Office of Strategic Services, OSS, qui avait été actif pendant toute la Seconde Guerre mondiale pour surveiller les nazis et organiser leur exfiltration et les placer à différents postes stratégiques dans des organisations internationales et éventuellement s'en inspirer. Regardez.
für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Ce que je veux, c'est que vous, partout, Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Ça fait pas un peu copier-coller quand même? D'après vous, comment cet introverti du bocal s'est fait violence pour gueuler ainsi? Bon, clairement, la poudreuse fait son effet, ça c'est sûr, mais ceux qui écrivent les textes, les maîtres de la marionnette, je pense qu'ils étaient éventuellement, potentiellement, dans une inspiration de fureur, qui sait? Et écoutez ce que dit le rabbin Michael Finkel sur le conflit Ukraine OTAN contre la Russie. Merci beaucoup à Hello pour cette trad magnifique. Tout d'abord, nous ne devrions pas nous quereller avec la Russie, un énorme pays qui a des bases militaires en Syrie. Deuxièmement, rien qu'avec Zelensky, l'Ukraine a voté 36 fois contre Israël à l'ONU. Leurs héros sont Petli Youra, qui a tué 200 000 juifs, Shukevich, qui était un membre de la SS, Bandera Yaroslav Stetsko, qui a déclaré que tous les juifs devraient être détruits, Khmelnytsky, qui a tué 300 000 juifs chaque année. Un défilé de la division SS de Galicie avait lieu à Kiev. Notre ministère des Affaires étrangères protestait contre cela. Ce sont des ordures, c'est un régime néo-nazi. Je vous demanderai de parler un peu moins durement. Je dis ça parce que la moitié de ma famille a été tuée par les Bandera et les Petlioristes avec les pogroms de Petli Youra. Ce sont les héros de l'Ukraine. Ils érigent des monuments en leur honneur. Ils leur donnent des noms de rues. Et ce n'est pas de la propagande russe. Ce sont les mots du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Notre ambassadeur à Kiev a dit que Bandera n'est pas un héros, mais un criminel. Vous pouvez le voir à Yad Vashem. C'est écrit qu'il était un collaborateur nazi, un criminel. L'Ukraine doit se repentir. Notre ambassadeur a-t-il dit qu'il y a un régime fasciste là-bas? Oui, regardez sur YouTube. Bandera est un Mais nous ne fasciste. parlons pas du passé, nous parlons du présent. Je ne justifie pas la guerre, je suis contre la guerre, je suis contre la souffrance des vies pacifiques. Mais ne glorifiez pas les assassins de ma famille et de mon peuple. Et ne vous disputez pas avec un pays immense dont les bases militaires sont situées en Syrie et qui peut en un claquement de doigts retourner contre nous le Hezbollah, la Syrie, la Jordanie et beaucoup d'autres Arabes. Alors voilà, je pense que ce rabbin est très sage et également très censuré. On dirait que la sagesse n'est plus la bienvenue dans ce monde de fous furieux. Et maintenant, passons à un autre événement récent, très médiatisé, où un individu lié au nazisme ukrainien de la Seconde Guerre mondiale a été chaleureusement accueilli au Parlement canadien sous les applaudissements de Zelensky et de Trudeau. C'est maintenant. Un ex-soldat nazi ovationné au Parlement canadien. Cette scène largement controversée a eu lieu lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Invité au Parlement, Yaroslav Humka a été présenté comme un héros de la Seconde Guerre mondiale sous les applaudissements des politiques. Nous avons ici au Parlement un Ukraino-Canadien vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui a combattu l'indépendance ukrainienne contre les Russes. Sauf que l'Ukrainien de 98 ans était en réalité membre de la division SS Galicie, une unité nazie ukrainienne, selon des associations de défense de la communauté juive. Le FSWC est consterné que le Parlement canadien ait ovationné un vétéran ukrainien qui a servi dans une unité militaire nazie. J'ai par la suite pris connaissance d'autres informations qui me font regretter ma décision de mettre cette personne à l'honneur. Je voudrais m'excuser auprès du Parlement. Et je suis profondément désolé d'avoir offensé de nombreuses personnes par ce geste. Je voudrais également ajouter que cette initiative était entièrement la mienne. Voilà, donc on comprend bien qu'il fallait qu'un fusible saute devant le tollé médiatique généré par l'événement, et donc ce gars a été sacrifié pour sauver le soldat Trudeau. Et c'est dans ce type d'événement que l'on voit encore plus l'opposition contrôlée. Écoutez. L'opposition reproche au gouvernement de ne pas avoir vérifié son profil avant de lui rendre hommage. Il s'agit d'un incident très grave. Il y avait un invité au Parlement dont la présence a alimenté la propagande et le discours russe sur la fausse justification de l'invasion illégale de Poutine.
Voilà donc un nazi au Parlement canadien, c'est juste pas bien car ça a servi à alimenter la propagande russe. C'est juste pour ça qu'un nazi au Parlement c'est pas bien. Non, un nazi au Parlement c'est pas bien car c'est des criminels de guerre responsables de la mort de dizaines de millions de personnes. Et écoutez la défense de Justin Trudeau. Étrangement, bizarrement, c'est exactement la même défense que celle de l'opposition contrôlée. Ils sont tous réglés minutieusement par les mêmes chefs d'orchestre. Regardez. C'est quelque chose qui est profondément embarrassant pour le Parlement du Canada et par extension pour tous les Canadiens. Il sera très important de nous opposer à la propagande russe et que nous maintenions notre soutien ferme à l'Ukraine. Alors voilà, c'est emballé, pesé, pas leur faute, surtout pas, bien sûr, que nenni quand même, évidemment. Ils invitent juste un ancien nazi, l'ovationnent, l'acclament, le tout devant Zelensky, dirigeant un pays totalement corrompu, infesté de nazis, et c'est les Russes, les méchants, les coupables, ceux qui ont perdu 20 millions d'hommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Afin de vaincre les nazis, on marche complètement sur la tête avec ces fous furieux. Moi je dirais que la version officielle ressemble plutôt certainement à ça. Nous avons aujourd'hui dans l'hémicycle un véritable nazi. Il s'appelle Jaroslav Hunka, un soldat de la Waffen-SS qui a prêté allégeance à Hitler. Il s'est battu contre nos alliés en Union soviétique et a été complice de l'Holocauste. Hi, Hitler. Cet homme est un criminel. Pas une bonne image pour nous. Alors oui, effectivement, c'est parodique, quoique pas tant que ça. Regardez la triste vérité sur le Canada dans cette vidéo doublée par l'Élastique. La quiétude traditionnelle du Canada a été ébranlée par un investigateur américain. Pendant 2 ans, il a recherché des criminels de guerre nazis présumés vivant au Canada. Ce sont des personnes qui ont tué des Juifs de leurs propres mains, qui les ont abattus, poignardés et frappés à mort. C'est incroyable que quelqu'un traverse la frontière et puisse trouver des criminels de guerre alors que notre gendarmerie royale du Canada a été incapable de les trouver pendant 50 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui, un demi-siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale, que nous commençons à connaître la vérité sur certaines réalités gênantes, jusque-là cachées au grand public. D'abord, que les Suisses ont fait des affaires très lucratives avec les Allemands pendant cette guerre brutale et qu'ils ont spolié les victimes de l'Holocauste et leurs familles de leurs biens légitimes. Et maintenant surgit le sombre secret du Canada. Le gouvernement canadien a apparemment accueilli des milliers de criminels de guerre nazis au Canada à la fin de la guerre, où ils ont vécu confortablement et paisiblement depuis lors. Ce n'est que maintenant que le Canada commence à reconnaître sa complicité et sa culpabilité. La quiétude traditionnelle du Canada a été ébranlée par un investigateur américain, un détective privé, pas comme les autres, venu de Brooklyn et nommé Steve Rambam. Pendant 2 ans, essentiellement à ses propres frais, il a traqué des criminels de guerre présumés au Canada, après avoir obtenu leur nom auprès du centre Simon Wiesenthal à Jérusalem. La grande majorité des personnes que nous avons sélectionnées parmi la liste des 1000 recherchés sont des personnes qui ont tué des Juifs de leurs propres mains, qui les ont abattus, poignardés et battus à mort. Il y a aussi un certain nombre de ces criminels de guerre qui n'ont probablement pas appuyé eux-mêmes sur la gâchette, mais qui ont coordonné des rafles et l'exécution de milliers de Juifs. Alors, indéniablement, dissimuler des criminels de guerre qui auraient dû normalement comparaître devant le tribunal de Nuremberg constitue un crime de guerre également. En fait, les Américains ont même rencontré les nazis en 1943 quand les Russes faisaient reculer les nazis et commençaient à gagner cette guerre. Les Américains ont donc rencontré les nazis discrètement pour organiser leur exfiltration afin de les récupérer. Regardez. En 1943, Allen Dulles, futur directeur de la CIA, s'était rendu en Suisse pour entamer des négociations secrètes avec les dignitaires nazis. Des contacts avaient été pris avec le général Reinhard Gehlen, responsable des services secrets hitlériens, Otto von Bolschwing, le bras droit d'Eichmann et Klaus Barbie. Tous criminels de guerre, ils seront employés par la CIA dès la capitulation. Avocat réputé de Wall Street, Allen Dulles avait pour principal client le groupe pétrolier Standard Oil, une des rares compagnies qui avait continué à faire des affaires avec les nazis pendant la guerre. Si bien que l'Amérique s'est littéralement infectée de nazis, juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'était le prix à payer pour récupérer les cerveaux allemands.
Alors évidemment, tout le monde comprend que les Américains ont joué un double jeu, un poker menteur. Ils étaient soi-disant rentrés en guerre contre les nazis et en parallèle, dans l'ombre de la nuit, la CIA, ou plutôt son ancêtre, l'OSS, organisait leur exfiltration en cas de défaite. C'était donc la préparation de la fameuse opération Paperclip. Je pense qu'on pourrait légitimement quand même se poser la question de savoir si cette guerre n'avait pas pour but que de favoriser les Américains, parce que quand même, ils en ont bien profité de cette guerre. Je pense aussi que certains ont noté dans cette vidéo que la Standard Oil Company de la famille Rockefeller continuait à faire énormément de pognon avec les nazis en pleine guerre. Ils leur fournissaient le pétrole et ils n'ont jamais été jugés. Et oui, on parle bien des Rockefeller, une des familles les plus puissantes dans le monde, assez puissante par exemple pour organiser des guerres ou alors de potentielles pandémies. Alors regardons en détail comment cette exfiltration de nazis a pu se mettre en place. Regardez. Lorsque le Troisième Reich capitule en 1945, les nazis sont loin d'avoir été totalement éradiqués. Et une fois la guerre terminée, que se passe-t-il pour eux? On l'a déjà vu sur cette chaîne, une partie va grâce à des réseaux d'exfiltration échapper aux poursuites et rejoindre des pays, principalement en Amérique du Sud, qui accueillent sans souci des nazis en cavale. La plupart couleront une vie paisible au soleil sans jamais être rattrapés par leur passé. D'autres en revanche sont capturés par les Alliés, puis traduits en justice. Il va y avoir de nombreux procès, mais le plus connu reste celui de Nuremberg, de novembre 1945 à octobre 1946, qui juge les principaux dignitaires du régime. Beaucoup d'entre eux finissent condamnés à mort et pendus. Alors autant dire que ceux qui furent jugés et pendus étaient ceux qui n'avaient absolument aucune valeur marchande importante ou significative. Il fallait juger des personnes pour dire qu'on jugeait quand même des gens, mais les principaux criminels se sont soi-disant suicidés comme Hitler, corps disparus ou encore exfiltrés comme nous allons le voir dans cette vidéo. Dès le début d'année 1945, avant même la fin de la guerre, une unité spéciale est organisée par l'armée américaine. Le TICOM, pour Target Intelligence Committee, est une unité qui a pour mission d'exfiltrer en zone alliée le plus possible de cryptologues allemands, des experts des systèmes de communication. L'enjeu est alors considérable. Alors que les soviétiques progressent sur le front Est, les Américains veulent à tout prix les empêcher d'acquérir le savoir-faire allemand en matière de communication secrète. Le TICOM doit donc s'infiltrer sur le théâtre de guerre pour escorter, voire enlever des militaires et des civils allemands, puis les ramener vivants jusqu'à leur base de rattachement. Le tout en transportant parfois plusieurs centaines de kilos de matériel de chiffrement. En parallèle du TICOM, ils organisent l'opération Overcast. Celle-ci leur permet de rassembler près de 1500 savants et techniciens nazis. Au milieu de tous ces experts, dont la plupart resteront de petites mains anonymes, on trouve néanmoins des noms célèbres, dont un que vous connaissez certainement, Werner von Braun. Alors lui, le Von Braun, on en reparlera un peu plus tard car c'est un très bon dossier à lui tout seul et il fallait donc trouver une excuse pour sauver tous ces scientifiques nazis, ces criminels de guerre notoires. Alors ils ont mis en place la pire des excuses. Les Américains et les Alliés ont joué la carte du « Oh non, les grands méchants russes qui ont vaincu les nazis en perdant 20 millions d'hommes vont soudainement utiliser tous les scientifiques nazis pour les conquérir, pour conquérir le reste du monde. » Voilà, paye ton excuse. Alors qu'une chose normale aurait été simplement de juger ces criminels et de les condamner et peut-être de les pendre comme les autres. Mais non, les Américains et les Alliés ont plutôt préféré la carte de recruter tous ces criminels dans des postes stratégiques, militaires, scientifiques et d'organisations internationales. Et là, on peut quand même se demander si les vaincus ne deviennent pas un peu les vainqueurs. Alors bien sûr, on pourrait être tenté de critiquer uniquement les Américains en se disant « Mais quel salaud !» Et cependant, vous allez être étonné de constater que la France a suivi exactement la même stratégie nauséabonde que les Ricains et les Canadiens. Regardez. Côté français, le SDECE, les renseignements extérieurs français, l'ancêtre de la DGSE, envoie plusieurs agents en Allemagne et en Autriche pour exfiltrer des scientifiques allemands et autrichiens. Même le directeur du CNRS, Frédéric Joliot-Curie, le mari de la fille de Pierre et Marie Curie, organise des missions pour enquêter sur les avancées technologiques allemandes. Dans la liste des scientifiques récupérés par la France, on trouve Hubert Chardin, spécialiste en balistique, Heinrich Hertel, un directeur de recherche pour l'avionneur Juncker, ou encore Félix Krax, un ingénieur aéronautique qui finira ingénieur en chef chez Airbus. La France met également la main sur Eugen Zenger, un ingénieur allemand qui a imaginé dans les années 30 le Silbervogel, l'oiseau d'argent, ce qui donnera le X-15, et bien des années après, la navette spatiale. Zenger, lui, arrive en France à la fin de la guerre, où on fait volontairement abstraction de son passé de nazi. Il travaille en France en tant qu'ingénieur entre 1946 et 1954, et permet à la France
de se doter de ses premiers avions à réaction. Ainsi, après avoir perdu des millions de vies, la France a discrètement recruté d'anciens nazis, leur offrant une vie confortable au lieu d'un jugement et d'une condamnation à mort à Nuremberg comme les autres. Comment se fait-il que les chasseurs de nazis, y compris Arno Klarsfeld, n'aient jamais entendu parler de ces criminels? C'est un très grand mystère devant l'Éternel, car voyez-vous, il ne s'agit pas seulement de 2 ou 3 nazis, on parle de beaucoup plus. Regardez. Entre 1945 et 1950, de nombreux ingénieurs allemands sont recrutés par la France pour poursuivre le développement des missiles V2 dans l'Hexagone. 150 d'entre eux, issus du site de recherche allemand de Peenemünde, dont on reparlera après, travaillent pour le LRBA, le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, fondé à Vernon, dans l'Eure, en 1946. Parmi eux, Karl-Heinz Bringer, qui travaille à développer la fusée sonde Véronique dans les années 50, et qui conçoit le moteur Viking à la fin des années 60, qui équipera les futurs lanceurs européens Ariane 1, 2, 3 et 4. En tout, la France aurait engagé environ 1500 savants allemands. Voilà donc 1500 scientifiques nazis furent recrutés en France sans être jugés. Cocorico, on a sauvé de la peine capitale à peu près le même nombre de criminels nazis que les Américains, alors que d'autres cas moins intéressants furent jugés et exécutés à Nuremberg. Regardez. À la fin de la guerre, de nombreux nazis capturés par les Alliés sont jugés pour leurs crimes. Parmi les procès d'anciens nazis organisés à Nuremberg, l'un d'entre eux concerne les médecins. Ce procès, que l'on appelle justement le procès des médecins, succède au premier procès de Nuremberg, dont on a déjà parlé, et qui est le plus connu, puisqu'il juge les principaux dignitaires nazis encore en vie, comme Keitel, von Ribbentrop, Hess ou Göring. Le procès des médecins, lui, juge les petites mains du nazisme, ceux dont le grand public ignore les noms, mais qui ont tout autant participé aux crimes commis par le régime nazi. Pourtant, tous ne vont pas finir au bout d'une corde ou dans une cellule. Ces médecins ont exercé dans les camps de concentration et d'extermination sur des patients non consentants, qui ont été les victimes d'expériences inhumaines bafouant intégralement les principes moraux de la médecine. Durant le procès, les juges constatent que les accusés étaient parfois des experts reconnus à l'échelle nationale, voire internationale. Par exemple, Karl Gebhardt, qui a été médecin personnel d'Himmler et auteur d'expérimentations médicales sur les prisonniers du camp de Ravensbrück, et Paul Rostock, qui lui s'est amusé à répandre volontairement une épidémie de typhus dans le camp de Natzweiler-Struthof, étaient tous deux des chirurgiens réputés. On retrouve également Gerhard Rosse, qui avant de mener des expériences dans les camps de Buchenwald et Dachau, avait dirigé un centre de médecine tropicale de l'Institut Robert Koch, l'équivalent allemand de l'Institut Pasteur. Et ces profils ne représentent qu'un petit échantillon. En tout, seule une vingtaine de médecins ont été jugés, laissant leurs centaines de collaborateurs échapper aux poursuites. Sans parler d'autres médecins, comme Joseph Mengele qui travaillait à Auschwitz, qui, au moment du procès, vit caché dans la campagne allemande. C'est d'ailleurs en apprenant l'existence de ce procès qu'il décide de fuir en Argentine. Alors voilà, nous parlerons un peu plus tard dans cette vidéo de ces exfiltrations de nazis en Amérique du Sud organisées par le Vatican avec l'aide de la Croix-Rouge. Une vraie coopération mafieuse de pourri jusqu'à la moelle. Et regardez ce qui est arrivé suite au procès des médecins. C'est tout de suite. Pour revenir au procès, il devait servir à condamner les traitements horribles infligés aux déportés. Il devait démontrer que les résultats de ces expériences ne comportaient aucune valeur scientifique, puisqu'ils avaient été obtenus en violation totale des principes éthiques de la médecine. Lorsque s'achève le procès des médecins en août 1947, le tribunal de Nuremberg crée donc un code de droit international qui encadre les conditions de l'expérimentation médicale sur des êtres humains. Mais ce code, certains ont fait comme s'il n'existait pas. Lors de l'opération Paperclip, les Américains ont non seulement essayé de récupérer les résultats des tests conduits dans les camps, mais ils ont aussi essayé de recruter les médecins derrière. Donc là, je pense que tout le monde est d'accord, on est clairement tombé dans les nappes phréatiques de l'humanité. On parle des Américains, ceux qu'on nous vend comme des sauveurs, des héros, à très grand renfort médiatique de films. Et regardez encore une autre recrue des Américains, c'est là. Parmi les anciens gradés du Troisième Reich recyclés par les Alliés, on ne trouve pas que des médecins ou des ingénieurs, mais aussi par exemple des chimistes comme Otto Ambros. Son nom ne vous dit peut-être rien. Sa spécialité, c'était les armes chimiques. Il fait notamment partie des inventeurs du gaz sarin. Condamné à 8 ans de prison par le tribunal de Nuremberg, il est ensuite enrôlé par l'armée américaine dans les années 50, pour qu'il mène des travaux sur des gaz paralysants et sur l'anthrax.
Donc voilà, ce Otto Ambros, membre du parti nazi et de la SS, a donc été impliqué dans la production et l'utilisation du Zyklon B pendant la Seconde Guerre mondiale dans les chambres à gaz. Ce gars fut donc recruté par les Américains, non jugé, et le pire dans tout ça, il fut recruté pour créer d'autres gaz mortels comme le gaz sarin et l'anthrax. Et attendez, c'est pas fini, on revient sur du très lourd. Mais devant l'avancée soviétique et l'effondrement du régime nazi, le site de Peenemünde est détruit par les Allemands. Alors, Dornberger, von Braun, le bras dans le plâtre après un accident de voiture, et leur équipe se rendent aux Américains le 2 mai 1945. Interrogés, les deux hommes affirment que les V2 n'auraient pas dû être utilisés sur des cibles civiles, et que cela s'est fait à leur insu. Il n'est pas précisé si les agents américains les ont crus, mais ils leur ont quand même évité d'être poursuivis à Nuremberg. Et voilà, ils se sont fait avoir à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre. Je rappelle que leur création, les V1, les V2, ont tué des centaines de milliers de civils dans des villes comme Paris, Lille, Arras ou en Angleterre, à Londres, qui fut massivement bombardée avec ces missiles. Regardez un petit récap rapide. Le 20 juillet 1969, un homme foule le sol lunaire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Ce succès technique s'inscrit dans le programme Apollo de l'Agence spatiale américaine, dirigée alors par Wernher von Braun. L'histoire de cette entreprise et de son principal artisan commence 30 ans plus tôt. Hitler et les nazis préparent la guerre et la conquête du monde. Des efforts matériels considérables sont déployés. Au service du Reich, des centaines d'ingénieurs multiplient les innovations. La Wehrmacht doit être invincible sur tous les fronts et doit pouvoir frapper fort et loin. Le missile V1, le premier missile de l'histoire aéronautique, est peu fiable. Ses caractéristiques de vol en font une cible facile pour les DCA de l'adversaire. Deux ingénieurs travaillent depuis longtemps sur les fusées. Rudolf Nebel s'opposera à leur militarisation. Wernher von Braun, au contraire, rejoindra la SS. À partir des travaux communs, l'ingénieur von Braun développe le missile V2. Le ministre de l'Armement et l'état-major sont tellement convaincus de l'efficacité militaire de l'engin qu'Hitler ordonne qu'on en construise 900 par mois. C'est tout près du camp de concentration de Buchenwald qu'ils seront construits, dans le tunnel de Dora. Le camp fournit une main-d'œuvre nombreuse et gratuite. Le premier V2 est lancé le 8 septembre 1944. Il atterrit à Maisons-Alfort et fait 6 morts et plusieurs blessés. Les suivants sont lancés sur Londres. À la fin de la guerre, von Braun et son équipe sont arrêtés lors de l'opération Paperclip, dont la mission est d'enlever les savants et les ingénieurs nazis. La paix revenue, chacun change de casquette. Le général Eisenhower devient le 34e président des États-Unis et l'artisan du programme spatial. Von Braun et son équipe d'ingénieurs, qui ont échappé au procès de Nuremberg, sont conduits à Fort Bliss, au Texas. Ils travaillent alors sur les missiles pour le compte de l'armée de terre. En 1958, toute l'équipe est transférée à la NASA, nouvellement créée. Peu de temps après, à la demande de Kennedy, von Braun dirige le programme militaire Apollo qui conduira au premier pas de l'homme sur la Lune. Wernher von Braun meurt en héros américain le 16 juillet 1977. Bon alors évidemment, l'homme sur la Lune, c'était une boutade de bandits de grand chemin et je pense que maintenant, tout le monde le sait, mais le reste dans cette vidéo est vrai. Alors maintenant, on va passer à l'exfiltration des nazis par le Vatican et la Croix-Rouge. Regardez. 18 avril 1944, 5 ans plus tôt, palais apostolique du Vatican. Le pape Pie XII s'entretient avec un de ses évêques dans les couloirs du vaste bâtiment. Depuis le début de l'année, Monseigneur Fernandino Baldelli attire l'attention du souverain pontife sur un désastre humanitaire à venir. La guerre est à son paroxysme, elle cause d'importants mouvements de population. Des millions de gens, déserteurs ou civils, sont jetés sur les routes d'Europe. Pour les ecclésiastiques, il est du devoir de l'Église catholique de leur venir en aide. Ainsi, Pie XII ordonne la création de la Pontificia Commissione di Assistenza, la commission pontificale d'assistance. Son objectif, aider rapidement et efficacement les réfugiés et subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Dans les mois qui suivent, l'organisation caritative du Vatican prend de l'ampleur, si bien que la commission doit se diviser en une vingtaine de sous-comités. Et parmi ces derniers se trouve Assistenza Austriaca, l'assistance aux Autrichiens,
géré par un certain Alois Udal. L'évêque a en effet pris la tête d'un comité de la commission pontificale. Ainsi, il bénéficie de moyens financiers conséquents et de l'influence considérable du Saint-Siège pour mener à bien sa mission. Mais Monseigneur Udal n'a pas l'intention de se contenter d'aider de simples réfugiés. Car l'homme de foi est avant tout un nationaliste allemand, antisémite et anticommuniste convaincu. Depuis des années, il prêche pour un rapprochement entre nazis et chrétiens. En 1937, il a écrit un livre dans lequel il a exposé sa doctrine, ouvrage qu'il a fait personnellement parvenir à Adolf Hitler. Mais en 1944, alors que le Troisième Reich est au bord de l'effondrement et qu'il pressent que ses opinions pro-nazis pourraient lui causer du tort, Monseigneur Udal s'adapte à la situation. Il ne se présente plus comme l'évêque allemand de Rome, mais comme l'évêque autrichien, et s'attelle à prendre sous son aile les réfugiés. Mais ce revirement cache ses véritables intentions. Sous couvert d'une œuvre caritative, Monseigneur Udal prend la tête d'un véritable réseau d'exfiltration de nazis. Mai 1945, mon Reich aimé gît en ruine, vaincu. Tandis que je me tenais debout au bord d'un petit lac autrichien, je pris conscience que je n'étais plus rien d'autre, moi, le SS Adolf Eichmann, qu'un gibier chassé. Je n'avais d'autre choix que de prendre la fuite. En mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin sur le continent européen. Dans les territoires libérés, les Alliés traquent, arrêtent et emprisonnent les criminels du Troisième Reich afin de les traduire en justice. Mais en dépit de tous leurs efforts, certains hauts dignitaires manquent à l'appel. Parmi eux se glissent Joseph Mengele et Adolf Eichmann. L'ange de la mort d'Auschwitz et le logisticien de la solution finale savent qu'ils sont activement recherchés par les Alliés. Parfaitement conscients des crimes qu'ils ont commis, ils prennent la fuite en direction du Tyrol. Là, dans des monastères, des religieux complices accueillent chaleureusement les fugitifs, les cachent dans leurs bâtiments que la police n'a pas le droit de fouiller et leur montrent le chemin à suivre. Prochaine étape du voyage, soit Gênes, porte d'embarquement où Alois Udal a un membre actif de son réseau sur place, soit Rome où ils sont pris en charge par l'évêque lui-même. Dans le secret des murs de son séminaire, l'Anima del Santa Maria, Udal loge ses invités dans des chambres dotées de passages secrets, utiles en cas d'imprévu. Même pour les démarches administratives, Monseigneur est à la manœuvre. L'homme d'église peut compter sur son influence, celle du Vatican et surtout sur la désorganisation des services de la Croix-Rouge, l'institution chargée de délivrer des documents aux réfugiés. Cette dernière est complètement débordée. Une aubaine pour Alois Udal, qui utilise sans hésiter des lettres à en-tête du Vatican pour s'assurer que ses protégés obtiennent leur précieux sésame. Ces papiers, véritables tickets pour la liberté, permettent aux fugitifs d'obtenir sans effort un passeport, direction l'Amérique du Sud ou la Syrie. Durant toute la période d'après-guerre, le Comité international de la Croix-Rouge délivre ainsi des dizaines de milliers de documents de voyage aux réfugiés qui en font la demande. Face à l'afflux massif de déplacés, le comité n'a ni le temps ni les moyens de vérifier efficacement et méticuleusement l'identité de tous les demandeurs. C'est pourquoi la Croix-Rouge se fie à une organisation en qui elle a toute confiance, l'Église catholique. L'institution imprime donc à tour de bras des milliers de passeports pour des nazis. Le 4 décembre 1946, l'archevêque ukrainien Ivan Boutchko va même jusqu'à effectuer une demande pour 9000 titres de voyage. La Croix-Rouge accepte. Ces documents servent à libérer toute la division SS Galicie. La filière d'Alois Udal tourne à plein régime. L'évêque enchaîne les exfiltrations de hauts dignitaires. En 1949, il permet à Joseph Mengele de rejoindre l'Argentine sous le nom de Helmut Gregor. L'année suivante, c'est Adolf Eichmann qui obtient son titre de voyage,
quitte l'Europe et rejoint lui aussi l'Argentine sous la fausse identité de Ricardo Clement. Alois Udall, lui, meurt le 13 mai 1963 sans jamais regretter ses actes. Dans son autobiographie publiée après sa mort, il confie: J'ai senti qu'il était de mon devoir, après 1945, de dévouer toutes mes activités caritatives aux anciens nazis et fascistes, surtout ceux considérés comme des soi-disant criminels de guerre. Alors oui, bien sûr, la pauvre Croix-Rouge qui était soi-disant totalement désorganisée a quand même aidé à faire s'échapper des dizaines de milliers de nazis avec ses navires et ses avions. Et bien évidemment, des bénévoles furent impliqués, mais des preuves indiquent maintenant que le comité international de la Croix-Rouge était au courant. Et regardez. Les témoignages des fugitifs capturés, ainsi que le travail d'enquête inlassable des chasseurs de nazis, ont permis de mettre en évidence l'existence de filières d'exfiltration au Vatican. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis en fuite ont bel et bien bénéficié de l'aide de réseaux souterrains, d'institutions réputées et même de gouvernements. Le Saint-Siège et involontairement la Croix-Rouge ont tous deux contribué à l'évasion des pires criminels nazis vers l'Amérique du Sud. Mais les agissements de plusieurs prêtres mal intentionnés ont été des facteurs décisifs dans l'établissement des réseaux d'exfiltration du Vatican. De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge a officiellement reconnu une faute. L'organisation, complètement débordée dans les années qui ont suivi la fin de la guerre, a bien délivré des documents officiels à des criminels nazis. Et en mars 2020, longtemps critiqué pour son silence, le Saint-Siège a quant à lui enfin ouvert ses archives secrètes. Désormais, plus de 2 millions de documents doivent ainsi permettre de faire toute la lumière sur le rôle du Vatican pendant la Seconde Guerre mondiale et d'en percer tous les mystères. Il faut savoir que la filière d'Alois Udall n'était pas la seule filière d'exfiltration de nazis au sein du Vatican. Après la Seconde Guerre mondiale, les services secrets américains ont mené une enquête et ont révélé l'existence de pas moins de 22 filières d'exfiltration avérées ou susceptibles de l'être au sein du Vatican. Et pour cause, les Américains se sont eux-mêmes servis de ces filières pour exfiltrer des nazis dont ils voulaient se servir. C'est par exemple le cas de Klaus Barbie, le chef de la Gestapo de Lyon, surnommé le boucher de Lyon. Après la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie était recherché par les autorités françaises pour crimes de guerre. Eh bien, il faut savoir que le CIC, le service de renseignement militaire de l'armée américaine, s'est servi d'une filière d'exfiltration de nazis afin de permettre à Klaus Barbie de s'enfuir en Amérique du Sud. D'ailleurs, si l'histoire de Klaus Barbie vous intéresse, je vous recommande notre épisode d'histoire de guerre dédié à ce sujet et dédié au journaliste français qui a réussi à le piéger en pleine interview et à le démasquer. Les amis, vous l'aurez compris, le Vatican n'a pas fini de livrer ses secrets au sujet de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ça fait seulement 2 ans qu'ils ont décidé d'ouvrir leurs archives au public, et sachez les amis que pendant qu'on préparait cet épisode d'histoire de guerre, l'église dans laquelle officiait Monseigneur Alois Udall a décidé de déclassifier pas moins de 100 000 documents personnels de cet évêque pro-nazi afin de mettre toute la lumière sur cette filière d'exfiltration. On en saura donc peut-être encore plus dans les prochains mois ou dans les prochaines années à venir. Bon, bien évidemment, j'imagine que les documents des archives nouvellement ouvertes au public seront triés, comme par hasard, juste avant leur ouverture. Alors on passe à un autre volet, la famille royale britannique et les nazis. Attention, c'est du très lourd encore. Il s'avère que la famille royale britannique n'est pas très britannique. La maison des Windsor n'est devenue la maison des Windsor qu'en 1917. Avant cela, c'était Saxe-Cobourg-Gotha. Et le public britannique était un peu excité par les Allemands à cause de la Première Guerre mondiale. C'est donc Windsor qui a été choisi. Noter les véritables origines de la maison de Windsor n'est pas qu'une vulgaire insulte anti-germanique, bien sûr. Cela renvoie à quelque chose de plus fondamental encore. Ces rois liés, comme on s'en souvient, par la consanguinité, avaient beaucoup plus en commun avec leurs frères et sœurs européens, leurs cousins et leurs oncles, mais je me répète, qu'avec les populations qu'ils étaient censés dominer.
Ce contexte historique étant posé, nous pouvons comprendre par exemple l'affection bien documentée des Windsor pour les nazis qui prônaient l'eugénisme. D'après vous, d'où les nazis tiraient-ils leurs convictions eugénistes compte tenu du pédigré royal, de la vision eugénique du monde? Il n'est peut-être pas surprenant que la pseudo-science de l'eugénisme a été lancée par le récipiendaire de la médaille royale, Francis Galton lui-même, issu de la lignée Darwin Galton, qui comptait de nombreux membres estimés de la Royal Society. Francis Galton a été le pionnier de la pseudo-science eugénique. Les liens manifestes entre Édouard VIII, pour ceux qui suivent l'évolution de la situation, et le régime eugéniste d'Hitler sont très bien documentés. Les liens secrets sont encore plus intrigants. Mais il ne s'agit pas seulement des films familiaux montrant la future reine faisant le salut nazi. Voilà, et donc je vous ai trouvé la couverture du Sun qui en parlait avec un mini-reportage d'Euronews, c'est maintenant. La future reine Elisabeth II, âgée d'environ 6 ans, faisant le salut nazi, sous semble-t-il les encouragements de son oncle. Ce sont les images datant des années 30 révélées par le tabloïd The Sun. Buckingham Palace est dit déçu par leur publication. Elle donne du grain à moudre à ceux qui considèrent que l'oncle, le roi Édouard VIII, qui abdiqua, était un pro-nazi. Et oui, Édouard VIII était un ami des nazis et on en parlera un peu plus tard. On continue. Ou Édouard VIII fréquentant Hitler. Ou l'amitié de longue date du roi Charles avec le prince Bernard des Pays-Bas, officier SS non réformé et cofondateur du Bilderberg. Alors retenez bien son nom, le prince Bernard des Pays-Bas. On va en reparler aussi plus tard. Pour l'instant, on continue sur la famille royale. Ou encore la prédilection du prince Harry pour les jeux de rôle nazis. Plus au cœur de l'affaire est le désir infâme du prince Philippe de se réincarner en un virus particulièrement mortel afin de contribuer à la dépopulation de la planète. Cette remarque a été vérifiée par Snopes. Vous savez donc que c'est vrai. Quels sont selon vous les plus grands défis en matière de conservation? L'augmentation de la population humaine. Parce que là où nous sommes, il n'y a rien d'autre. L'arrogance des membres de la famille royale ne serait pas si grave s'ils se sentaient simplement supérieurs aux roturiers, de manière à s'occuper de leurs propres affaires. Malheureusement, ce n'est pas le simple snobisme qui les motive et leur grand désir n'est pas simplement d'être tenus à l'écart des roturiers. Il s'avère que la famille royale ne se contente pas de se sentir supérieure à ces sujets, elle les déteste activement et cherche constamment à les soumettre, à les voler, à les appauvrir et à les tromper. Compte tenu de la participation de la famille royale à des événements sous fausse bannière dans le passé, il n'est peut-être pas surprenant que le président du Forum économique mondial, Klaus Schwab, ait invité son Altesse royale, le prince de Galles, à inaugurer la grande réinitialisation, le grand reset, la grande tentative mondiale d'utiliser la crise générée par cette fausse pandémie pour transformer complètement le monde et instituer de nouveaux paradigmes de gouvernance et de contrôle social. Nous avons une occasion en or de tirer quelque chose de bon de cette crise. Ces ondes de choc sans précédent pourraient bien rendre les gens plus réceptifs aux grandes visions du changement et aux crises mondiales telles que les pandémies et le changement climatique qui ne connaissent pas de frontières et soulignent à quel point nous sommes interdépendants en tant que peuple partageant une seule planète. Et lorsque nous passons de la phase de sauvetage à la phase de rétablissement, nous disposons donc d'une occasion unique, mais qui se réduit rapidement de tirer des enseignements et de nous remettre sur une voie plus durable. C'est une occasion que nous n'avons jamais eue auparavant et que nous n'aurons peut-être plus jamais. Nous devons donc utiliser tous les leviers dont nous disposons, sachant que chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer. Tout ce que j'ai essayé de faire et d'encourager au cours des 50 dernières années l'a été en pensant à nos enfants et petits-enfants. Je peux donc que vous encourager tous à voir grand et à agir maintenant. Oui, il n'est pas surprenant de voir le porte-parole royal apparaître dans l'événement faux drapeau le plus marquant de notre époque, prônant une refonte complète de notre économie, de notre mode de vie et du contrat social entre les citoyens et leur gouvernement sur la base d'une crise synthétique et construite. Alors voilà, on se rend compte de la proximité de la famille royale avec des nazis et de leur proximité avec Klaus Schwab, président du Forum économique mondial. Et bien sûr, bien évidemment, fils de nazi. Écoutez. Avant la création du Forum économique mondial en 1971, l'histoire de Klaus Schwab était donc pratiquement inconnue. Certaines personnes pensaient qu'il était une construction, qu'il était juste un personnage inventé. Certaines personnes ne pensaient même pas qu'il existait. Bonjour. Il était très difficile de trouver ne serait-ce qu'une mention de Klaus Schwab.
Je dirais qu'avant 1968, c'est là qu'il a commencé à s'imposer en 1968, environ 3 ans avant la création du Forum économique mondial, qui était à l'origine l'European Management Symposium. Ce genre de personnes, ces grosses pointures, ne révèlent jamais leur enfance. Car leur enfance contient généralement de sombres secrets. On s'aperçoit généralement qu'ils sont liés à des personnes qui n'ont pas forcément été bonnes pour le monde. Klaus Schwab est né en 1938. Il s'agit donc évidemment d'années profondément historiques dans l'histoire de l'Occident. Nous approchions de la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de gens voulaient croire qu'il était Hitler. Mais à la fin de la guerre mondiale, il aurait eu 6 ans. Son père aurait donc été la personne qui l'admirait et il le respectait. Il suivait tout ce que son père lui disait. Son père dirigeait une entreprise de matériel nazi. Eugene Schwab était le directeur général de la succursale de Ravensburg. Escher Wyss fabriquait des pièces de bateaux et de sous-marins, des lance-flammes pour les Allemands à l'époque, des bombes et autres, et des pièces pour les avions de chasse. Chaque partie de la mécanique de guerre comportait un petit supplément de vis. Son père travaillait pour les nazis, il créait de l'eau lourde. Et l'eau lourde était utilisée pour l'enrichissement de l'uranium. C'était donc un moyen naturel d'enrichir l'uranium. Eugene Schwab faisait-il partie des nazis qui se tenaient devant l'hôtel de ville de Ravensburg en 1938 où cette photo a été prise? Cela suscite toujours la controverse. Dans cette partie de l'Allemagne, on ne le mentionne pas car les gens détestent voir que tous les nazis étaient si fiers et heureux. Ravensburg était une si grande ville nazie. Ravensburg n'a pas été visée pendant toute la guerre. Ce que nous pouvions voir, c'était un grand nombre de riches Allemands qui avaient contribué à la course mondiale des modifications eugéniques. Incluant 691 patients euthanasiés à Ravensburg pendant la guerre. 691 qui avaient été euthanasiés. Cela fait beaucoup de personnes euthanasiées à Ravensburg. Dans les années 60, Klaus Schwab est un jeune homme qui va à l'université et obtient diplôme sur diplôme. Et en 1966-1967, son père lui a dit « Si tu veux réussir, tu dois aller à Harvard ». Et c'est là qu'il a reçu l'enseignement d'Henry Kissinger. J'ai rencontré pratiquement tous les leaders au cours des 40 dernières années. Et seuls 3 ou 4 d'entre eux m'ont vraiment impressionné et ont, dans une certaine mesure, changé ma façon de penser. Et l'un d'entre eux était Mandela. Un autre était mon professeur à Harvard il y a 50 ans, le professeur Henry Kissinger. Il a joué un rôle déterminant dans l'idéologie globale de Schwab pour les années à venir. Et c'est en partie parce que Kissinger faisait partie de nombreux groupes, dont les Rockefeller. Et vous avez mentionné David Henry Kissinger. En fait, je suppose que j'ai été le premier à le connaître parce qu'il était membre d'une organisation appelée le Council on Foreign Relations à New York. Henry Kissinger était lui-même évidemment l'homme de référence du Club de Rome et de l'idéologie favorable à la réduction de la population.
Et il existe bien sûr des liens documentés entre Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain, et des nazis allemands. En tant que juif allemand, Kissinger a dû fuir l'Allemagne nazie avec sa famille en 1938 en émigrant aux États-Unis. Cependant, alors qu'il travaillait pour les services de renseignement américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Kissinger a été impliqué dans le recrutement de scientifiques nazis. Un juif qui recrute des nazis. Ça fait quand même bizarre, mais c'est comme ça. Plus tard, en tant que conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'État, Kissinger a également collaboré avec d'anciens nazis très haut placés réfugiés en Amérique du Sud, comme le responsable du renseignement nazi Reinhard Gehlen. Après la Seconde Guerre mondiale, Klaus Barbie, le criminel de guerre nazi, celui qu'on appelle le boucher de Lyon en France, a été recruté par les services de renseignement américains où travaillait bizarrement, étrangement Kissinger. Et Klaus Barbie a été employé par le Counterintelligence CIC des États-Unis, travaillant aussi avec Kissinger, et donc Kissinger, de confession juive, ayant recruté des collaborateurs nazis dans un pays, ayant recruté un max de nazis à tous les étages, se retrouve pote comme cochon avec Klaus Schwab, un fils de nazi. C'est fou toutes ces coïncidences bizarres. Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Et donc Kissinger, eugéniste lui-même, aida à créer le Forum économique mondial avec Klaus Schwab, eugéniste lui-même, de père en fils. Schwab, du travail de pro, comme dirait l'autre. Allez, on regarde ça. Cette idée malthusienne correspondra donc à l'introduction du Forum économique mondial. Le monde est devenu tellement interdépendant que les entrepreneurs du monde entier dépendent les uns des autres. Je pense qu'il est tout à fait l'incarnation de l'idéologie des Rockefeller de Rome, de Henry Kissinger. Ils recherchaient quelqu'un en Europe qui avait une certaine expérience pour rassembler des personnes et des entreprises. Schwab dirait, nous devons vraiment exploiter ce capital humain. Et c'était un signe qu'ils étaient exactement sur la même longueur d'onde que tous les gens qui les avaient formés, tous les gens qui les avaient élevés, et du club de Rome et des gens qui déclaraient que nous devions contrôler la population si nous voulions réussir à l'avenir. Je pense qu'ils ont vu en lui la personne parfaite pour défendre leur cause et la présenter comme une cause environnementale plutôt que comme un contrôle de la population. Nous avons des partenariats continus avec de nombreux gouvernements dans le monde entier. Bien sûr, nous avons des ONG, nous avons des syndicats. Nous avons toutes ces voix différentes. Des médias, bien sûr, et de très nombreux experts et scientifiques et universitaires. Parce que si nous nous projetons dans l'avenir, je pense que nous devrions réfléchir à de nouvelles solutions, et les nouvelles solutions seront fortement influencées par le développement technologique. L'eugénisme est une chose difficile à prôner après la Seconde Guerre mondiale. L'idée malthusienne du besoin d'un désastre pour réaliser leur agenda est véritablement importante. Les catastrophes que nous créons ou que nous pouvons créer, même lorsqu'elles ne sont pas réelles, nous les créons pour nous assurer que notre agenda progresse. Voilà, et donc pour que leur agenda progresse, ils créent de la peur, de la frayeur, des pandémies, des guerres et des réchauffements climatiques. Et ça marchait très bien jusque-là pour leur business, leur fortune, leur pépette, leur pognon. Maintenant, le Covid qui était vu par Klaus Schwab et ses semblables comme une fenêtre d'opportunité pour faire avancer leur agenda semble finalement se retourner violemment contre eux. Car beaucoup d'entre nous se sont réveillés et ne se rendormiront jamais. Alors oui, bien sûr, Klaus Schwab est une marionnette gérée par la commission trilatérale et le groupe Bilderberg. Alors juste pour info, la commission trilatérale fut créée par les Rockefeller, la grande famille qui fournissait du pétrole aux nazis en pleine guerre mondiale. Et le groupe Bilderberg fut créé par un nazi dont nous parlerons un peu plus tard et non officiellement est considéré comme le groupe de la famille des Rothschild. Dans ces deux groupes, nous avons comme membre Kissinger, un juif qui a recruté des nazis aux États-Unis, et George Soros, un pseudo-milliardaire philanthropique juif qui, accrochez-vous, travailler pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale à la confiscation des biens des familles juives et pour les envoyer en camp d'extermination. Regardez. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian.
Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes, yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish, and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. So I had no sense of guilt. Donc, la morale de ce type est si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Dans ce cas, on peut tout justifier. Si c'est pas moi qui l'avais violé, égorgé, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Non, ce n'est pas une excuse qui fonctionne. Cet homme est un assassin. Son crime est inexcusable. Il devrait être jugé. Mais à la place de ça, il dirige le monde avec ses potes criminels. Mais heureusement que l'Union européenne est là pour nous protéger quand même. Mais qui, au fait, a créé la Commission européenne? Laissons répondre l'excellent François Asselineau sur le sujet. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe. Das Neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais, inauguré par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations
d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Voilà, donc tout le monde est au fait, un nazi a créé l'Europe et fut son premier président juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est fou toutes ces coïncidences. Quand même, on aurait presque l'impression que c'est voulu depuis le départ. Et regardez comment il nous la vendait, l'Europe, à l'époque. Ça va mener à ce discours permanent que l'on aura au cours des années 40 sur la Nouvelle Europe. L'année historique du regroupement de l'Europe. Qui est-ce qui a publié ça? Eh bien, c'est un journal français, publié par Histoire, publié le 1er février 1941, qui rend compte du discours du Führer à Berlin, au Sportpalast de Berlin. 1941 sera l'année historique du regroupement de l'Europe, de la Nouvelle Europe, conçue par M. Walter Hallstein. En France, la politique collaborationniste va d'ailleurs gloser sur ces questions. Sous Pétain, on aura notamment des brochures, des documentations sur la France européenne. On voit qu'il s'agit de la construction de l'Europe. L'inauguration de l'exposition La France européenne avec les autorités nazies le 6 juin 1941 à Paris. Et l'on sait également qu'il y aura dans cette exposition, on voit ici les autorités nazies avec le représentant personnel du maréchal Pétain, on voit également dans cette exposition l'avant et l'après, l'ancienne Europe et la nouvelle Europe. L'ancienne Europe, on la voit ici avec toutes ses barrières nationales. Hier, l'Europe cloisonnée des démocraties inefficaces. C'est comme ça que c'est présenté. Demain, grâce au chancelier du Reich et au duce italien, la nouvelle Europe sans frontières dessinée par Adolf Hitler. Il n'y aura plus de frontières, les communications seront faciles. Il y aura des grands axes de communication qui permettront d'avoir enfin un sentiment européen et ça sera favorable au commerce. D'ailleurs, toute la propagande de Vichy consiste à dire qu'il faut imiter l'Allemagne. Je travaille en Allemagne pour la France. Travailler en Allemagne, français, pour rendre la France plus forte. Il faut faire comme les Allemands. C'est extraordinaire. On pourrait presque les ressortir, ces affiches. C'est comme si Hitler travaillait mystérieusement pour des forces obscures mondialistes en vue de créer la région Europe dans une dictature mondialisée. C'est comme si aussi le plan d'Hitler était d'utiliser toute l'Europe pour finalement détruire la Russie. En gros, presque le même but que l'OTAN avant l'heure. Ne me dites pas que l'OTAN pourrait être éventuellement un projet nazi quand même. Alors je pourrais simplement répondre ceci. Donc ce brave Adolf Zinger, président de l'OTAN ou secrétaire général pour être formel, était le chef d'état-major de Hitler. Et pour ceux qui n'y croiraient pas totalement, voici quelques photos. Alors évidemment, certains pourraient penser à l'erreur de casting, pas d'internet à l'époque, on s'est trompé, on a pris un nazi, oh la boulette. Mais en fait, regardez d'autres recrutements à l'OTAN. Hans Speidel, chef d'état-major nazi du maréchal Erwin Rommel. Il est devenu commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe centrale de 1957 à 1963. Johannes Steinhoff, célèbre pilote de chasse nazi pour la Luftwaffe allemande, il est devenu président du comité militaire de l'OTAN de 1972 à 1974. Johann von Kielmansegg, officier d'état-major de haut commandement de la Wehrmacht nazie, il est devenu commandant de l'OTAN des forces alliées d'Europe centrale de 1966 à 1968. Ernst Faber, lieutenant-colonel de l'état-major général de la Wehrmacht nazie, est devenu commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe centrale de 1973 à 1975. Karl Schnell, premier officier d'état-major nazi du 76e corps de Panzer, est devenu commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe centrale de 1975 à 1977.
Franz Josef Schulz, lieutenant senior de la Luftwaffe nazie, est devenu commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe centrale de 1977 à 1979. Ferdinand von Zenger und Etterlin, adjoint au haut commandement de la Wehrmacht nazie, est devenu commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe centrale de 1979 à 1983. Donc voilà, encore plein de coïncidences dans l'histoire de l'OTAN et ce ne sont que celles que j'ai pu trouver actuellement. Peut-être qu'en grattant un peu plus, nous en trouverions encore plein d'autres. Et vous allez voir comment l'OTAN est si fièrement défendue par Léa Salamé, payée très grassement avec nos impôts et dont le père, Gassam Salamé, travaillait pour l'ONU, tiens donc, jusqu'en 2020. Nous voulons sortir de l'OTAN et encore plus, nous voulons sortir de l'Europe, de l'OMS et de toutes les organisations internationales. Nous voulons redevenir souverains dans notre pays. Et pour revenir sur l'OTAN, écoutons la fougue de Mircea Geoana, secrétaire général délégué de l'OTAN. 2024, nous aurons 3/4 d'un siècle de l'histoire de l'alliance la plus redoutable de l'histoire de l'humanité. Alors voilà, selon cette Léa Salamé, l'OTAN est un symbole de paix, genre ouais, lâcher de colombes et de trompettes, c'est la fête. Alors qu'en réalité, t'as le numéro 2 de l'OTAN, lui-même, qui est en train de te dire que l'OTAN, c'est l'alliance la plus redoutable de l'humanité. Bref, je sais pas pour vous, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas vraiment la meilleure déclaration d'amour, de paix fraternelle, universelle. Il y a quand même, on dirait, une bonne grosse pointe d'agressivité quand même. Et regardez encore cette Léa Salamé se faire clairement démolir par le très grand François Asselineau. Léa encore, et après Émeric pour une dernière question. Vous voulez sortir de La tolérance qui y est associée tel qu'il a été révisé oralement et tel qu'il a été amendé. Toutes les délégations confirment-elles que leur vote est correctement reflété à l'écran ? Le vote est terminé. Veuillez verrouiller la machine à voter. Le vote est le suivant, 105 voix pour, 52 voix contre, 15 abstentions. Le projet de résolution AC3-77L5 tel que révisé oralement et tel qu'amendé est adopté. Reluisantes, mais elles font partie d'une historiographie transparente. Prince Bernard est mort en 2004 et a toujours juré ne pas avoir été membre du parti nazi. C'est ce qui interpelle certains citoyens. C'est vieux maintenant, je comprends que ce soit un problème pour les gens. Mais c'est fini et il faut laisser cela derrière nous. C'est très étrange, surtout pour la majorité de la population. Je ne m'y attendais pas du tout, cela me blesse. Une partie du Parlement néerlandais exige l'ouverture d'une enquête autour du passé nazi du prince Bernard, mais le Premier ministre démissionnaire Mark Rutte n'y est pas favorable. Et hop, on est passé du niveau peut-être pour atteindre le niveau absolument confirmé à la mort de ce prince nazi. Écoutez. Nouvelles demandes d'enquête sur les liens du prince néerlandais Bernard avec le parti nazi ont été formulées après qu'un historien a découvert une carte de membre du parti nazi à son nom. La carte qui montre que Bernard a adhéré pour la première fois en 1933 a été confirmée par le Centre d'information et de documentation du gouvernement néerlandais, a déclaré Israël dans un communiqué vendredi. Si l'on a toujours soupçonné Bernard d'avoir été membre du parti nazi, le fait qu'il l'ait nié jusqu'à sa mort en 2004 pèse beaucoup plus lourd dans la balance. L'Institut néerlandais d'études sur la guerre, l'Holocauste et les génocides a demandé l'ouverture d'une enquête. Né en 1911, Bernard était un Allemand devenu citoyen néerlandais qui a ensuite effectué des missions de combat pour les Alliés contre l'Allemagne pendant la guerre. Dès 1996, des journalistes néerlandais ont trouvé une copie d'une adhésion au parti nazi et de la correspondance montrant qu'il avait quitté le parti en 1936 lorsqu'il s'était fiancé à Juliana, la princesse néerlandaise qui deviendra plus tard reine. Le roi Willem-Alexander a déclaré vendredi que cette découverte pourrait raviver des souvenirs douloureux de l'occupation nazie des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier pour la communauté juive. Mais il a ajouté qu'il était nécessaire de voir le passé tel qu'il était.
Alors, replongeons dans le passé en 1974, au moment où le prince Bernhard, créateur et président du groupe Bilderberg, éclate de rire en se proclamant prophète pour avoir miraculeusement prédit le choc pétrolier en 1973 qu'ils avaient généré avec ses potes milliardaires très joyeux. Ce choc pétrolier organisé fut suivi d'un effondrement économique totalement catastrophique ayant permis à ce groupe de pourris de devenir encore plus riche. Regardez. L'année dernière, c'était... Sans savoir, nous étions des petits prophètes, on dit la possible crise d'énergie dans le mois de mai. Et la crise d'énergie est venue beaucoup plus vite que tout le monde des participants ont pensé, parce que les participants là-bas ont plus ou moins pensé qu'une crise d'énergie pourrait se développer dans l'année 75, 76. Mais personne n'avait pensé que ça pourrait se développer en 73. Mais ça, c'était le thème. Et aussi, les mêmes choses sur lesquelles on discute aujourd'hui dans le monde, une possible collaboration entre les pays producteurs et les pays qui ont besoin des matériaux primaires. Et bien sûr, comme par enchantement, dans ce club créé par un nazi peuplé de membres milliardaires de familles royales qui ont traîné avec les pires nazis, les pires escrocs ou de mafieux, ils discutent de manière fortuite de catastrophes cataclysmiques qui surviennent miraculeusement juste après leur discussion. C'est bizarre. L'étrange hasard de la prophétie des clubs de milliardaires. Et regardez comment, en 1974, Yves Mourouzi avait encore la liberté de parler de ce club aussi sélect que discret. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant 3 jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bilderberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglas-Home, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis 2 ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple « C'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome ». La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celle qui aura lieu à l'Imperial Hotel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental, dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisis parfois à un moment de leur carrière où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Healey, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration ni communiqué. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion aient été connus à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. À quoi sert le groupe de Bilderberg?
S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel, Torquay. Et oui, à cette époque, les journalistes pouvaient encore exercer leur rôle de contre-pouvoir, alors que maintenant, les journalistes ne sont que des vendus, juste que des acteurs du système, un système qui les paye grassement pour la fermer complètement et de manière définitive sur certains sujets. Regardez Calvi dans une émission intitulée « Qui dirige le monde ?» avec des soi-disant experts sur le sujet. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi j'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos. Un bilan direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien sur C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui voulait vérifier qu'on nous teste. Je me méfie beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. C'est une vision de complot de l'histoire. C'est plaisir, vous êtes peut-être en train de répondre très habilement à une fausse question, ce qui est là pour le coup est une grande intelligence. Enfin, ça m'arrange. Les dirigeants français. Et oui, évidemment que ça l'arrange, ils ne vont pas mordre la main de ceux qui les nourrissent. Sinon, effectivement, le conte de fées du luxe et de l'argent pourrait s'effondrer très rapidement. Et ça, ils ne le veulent pas. Quand on a goûté le luxe, c'est difficile de retourner avec les gueux, comme dirait l'autre. Mais que cherche-t-il donc à dissimuler sur le groupe Bilderberg? Écoutons quelques éléments tout de suite. Tout d'abord, le président actuel du groupe est le PDG français d'AXA, Henri Delacroix-Castries. L'homme d'affaires français Henri Delacroix-Castries, issu d'une famille de militaires, est aujourd'hui le PDG de la multinationale d'assurance AXA. Il a succédé au précédent président belge décédé en 2011. Les précédents présidents étaient tous des membres importants du Parlement de leur pays ou avaient des intérêts commerciaux importants. Le tout premier président était le prince Bernard des Pays-Bas et commandant en chef des forces armées néerlandaises. Il est donc clair qu'il faut être un gros bonnet pour présider les réunions du Bilderberg. Deuxièmement, le groupe Bilderberg a publié l'ordre du jour de ces réunions, mais c'est à peu près tout. Le groupe suit la règle de Chatham House, ce qui signifie que les informations discutées peuvent être mentionnées en dehors de la réunion, mais pas l'orateur. Les ordres du jour sont toujours publiés sur leur site web, mais ils contiennent des sujets tellement vastes qu'il est très difficile d'en tirer la moindre information. La réunion de 2016 à Dresde a donné lieu à des discussions sur la Russie, la cybersécurité et l'actualité, autant de sujets très vastes pour un simple week-end. Troisièmement, le journaliste britannique John Ronson est entré dans le groupe Bilderberg et a filmé ses activités en 2001. Dans le cadre d'une série de documentaires, le journaliste britannique John Ronson a demandé l'aide du prolifique animateur de radio américain Alex Jones pour infiltrer la célèbre élite mondiale lors de sa retraite à Bohemian Grove en Californie, dont la liste d'invités recoupe celle du groupe Bilderberg. Lorsqu'il a filmé l'événement, il a découvert une étrange cérémonie occulte mise en scène impliquant le port de robe et l'incinération d'une effigie de hibou géant. Aussi sinistre que cela puisse paraître, Ronson a poursuivi en décrivant cette cérémonie comme étant finalement inoffensive, tout comme n'importe quelle pièce de théâtre extravagante jouée à l'école. Quatrièmement, un délégué politique britannique a été refoulé parce qu'il ne portait pas son badge d'identification. La sécurité est prise très au sérieux lors de la conférence du groupe Bilderberg et la ville voisine de Choix est verrouillée par la police locale. Des journalistes ont été arrêtés pour avoir tenté de s'infiltrer. L'homme politique britannique Ed Balls s'est également vu refuser l'accès à la conférence de 2016 car il ne trouvait pas sa carte d'identité et la sécurité refusait d'accepter son passeport. L'émission InfoWars d'Alex Jones a filmé toute l'affaire au grand embarras de Balls. Cinquièmement, lorsque la conférence de 2013 s'est tenue près de Londres, les délégués ont été accueillis par des manifestants. Il y a eu des barrages routiers et des fenêtres occultées. Et cela n'a pas empêché un groupe de manifestants de se rassembler devant l'Hôtel Grove dans le Hertfordshire lors de la visite de 140 délégués du Bilderberg en 2013. La police patrouillait sur le terrain et les manifestants ont gardé leur distance pendant les 4 jours de l'événement. Mais leurs panneaux et leurs pancartes n'ont pas manqué de faire parler d'eux.
Sixièmement, le groupe Bilderberg ne voulait pas que Donald Trump remporte l'élection présidentielle. Hillary Clinton elle-même n'a jamais été déléguée au Bilderberg, mais son mari et nombre de ses conseillers l'ont été. En 2015, les élections américaines étaient l'un des sujets inscrits à leur célèbre ordre du jour et l'on pense que le groupe a fortement encouragé Clinton à remporter l'élection. De nombreux cercles proches de Barack Obama et d'Hillary Clinton étaient présents ainsi que des donateurs du Parti démocrate. Même de nombreux républicains figurant sur la liste des invités sont connus pour ne pas aimer le nouveau président. Septièmement, le groupe est cité comme le mode de sélection des présidents et des premiers ministres. Bill Clinton a participé pour la première fois à la conférence en 1991 et est devenu président des États-Unis un an plus tard. Tony Blair était lui aussi relativement insignifiant au sein de son propre parti lorsqu'il a été invité en 1993. En 1997, son élection était célébrée au Royaume-Uni. Chaque année, les délégués comprennent quelques personnalités politiques qui ne sont peut-être pas connues aujourd'hui, mais qui sont sur le point de le devenir. Huitièmement, une théorie prétend que le groupe avait prévu d'augmenter les prix du pétrole en 1973. Selon Infowars, qui adore les théories du complot, les Bilderberg ont leur mot à dire sur les prix internationaux du pétrole. De nombreux délégués représentent de grandes compagnies pétrolières telles que Shell et BP. Il est donc facile de faire cette supposition. D'après des fuites du compte-rendu de la réunion, bien que le groupe ait insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de compte-rendu, le groupe a discuté d'une augmentation de 400% des prix du pétrole pour gérer l'augmentation des dollars du pétrole. Neuvièmement, en 1955, le groupe voulait fusionner les États-Unis, le Canada et le Mexique. Des fuites de transcription ont montré que les Bilderberg ont ouvertement discuté de la manière dont ils pourraient influencer la fusion des États-Unis, du Canada et du Mexique pour créer une union nord-américaine. Le groupe est favorable à l'Amérique et à l'Europe, de sorte que tout ce qui les combine ou les rapproche est grandement encouragé. Et ils sont particulièrement attachés à l'euro. Bien sûr que pour ces mondialistes en quête perpétuelle de toujours plus de pouvoir, ils sont toujours en faveur de créer des régions du monde et ainsi faire disparaître tous les pays à tout jamais, toutes les cultures, traditions, religions, exactement comme le souhaitait Hitler afin de laisser une place à une dictature mondiale dirigée par eux, bien évidemment. Et écoutons l'excellente analyse de Vincent Lapierre sur le Bilderberg. Le Bilderberg, ce n'est donc pas une théorie du complot, il existe bel et bien, vous venez de le voir. Sa création est liée à l'OTAN et à la CIA, ça aussi c'est un fait. Alors c'est quoi le Bilderberg? Eh bien ce sont des hommes et des femmes qui concentrent beaucoup de pouvoir entre leurs mains, économiques, politiques, médiatiques, et qui se réunissent chaque année en catimini, sans que rien n'en sorte, et sans d'ailleurs que cela ne mobilise beaucoup de monde. Quelques manifestants, vous l'avez vu, et surtout, j'insiste, pas du tout de journalistes pour nous informer sur cet événement. Ce qui est très étrange. Pourquoi les médias regardent-ils ailleurs? Alors bien sûr, le Bilderberg nous explique qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne se passe rien d'important à ces réunions. Des discussions, des balades, c'est pratiquement le Club Med. Mais si c'était le cas, pourquoi tant de secrets autour de ces réunions? Et surtout, de moyens déployés pour le garder? Peut-être parce qu'au contraire, il s'y dit et s'y décide des choses qui nous concernent au plus haut point. Macron, invité au Bilderberg en mai 2014, ministre de François Hollande 3 mois plus tard, en août 2014. Christine Lagarde, invitée au Bilderberg en 2010, directrice générale du FMI en 2011. Édouard Philippe, invité au Bilderberg en 2016, Premier ministre en 2017. Margaret Thatcher, invité au Bilderberg en 1975, Premier ministre de Grande-Bretagne en 1979. Bill Clinton, invité au Bilderberg en 1991, président des États-Unis en 1992. Angela Merkel, invitée au Bilderberg en mai 2005, chancelière d'Allemagne en novembre 2005. Plus proche de nous, Ursula von der Leyen, nommée présidente de l'Union européenne en 2019, elle était au Bilderberg cette même année. Et ce ne sont là que quelques exemples. Alors bien sûr, on pourra dire que ce sont des coïncidences. C'est un pur hasard si des individus accèdent aux plus hautes fonctions juste après avoir rencontré les hommes d'affaires, les journalistes, les hommes et femmes politiques parmi les plus puissants du monde. Bien sûr, pourquoi pas? Il n'y a peut-être pas de lien de causalité, et peut-être qu'ils ne font que boire le thé et faire du tricot. Mais peut-être pas. Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, que nos dirigeants s'organisent tout simplement pour se maintenir au pouvoir et pour que leur ligne politique se perpétue. Une ligne atlantiste, néolibérale, pro-européenne. Peut-être que lors de ces réunions, d'où rien ne filtre, ils se rencontrent, planifient leur maintien au pouvoir et se cooptent. Est-ce si aberrant que cela? Est-ce complotiste que de dire cela?
Moi, je pense que c'est croire le contraire qui est aberrant. Croire qu'ils laissent à la chance le soin de décider de la continuité de leur politique. Croire qu'ils ne sont pas stratèges et qu'ils ne se parlent pas en coulisses. Croire qu'il n'y a pas de réseau et de magouille. Ça, c'est une hypothèse extravagante. Il n'y a pas de réunion d'hommes et de femmes puissants qui ne nous concernent pas. Ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de réunion d'hommes et de femmes puissants où il ne se décide rien, où il ne se passe rien. Nous devrions avoir les moyens démocratiques de contrôler ce qui se dit et se fait dans notre dos, car sinon, la démocratie n'est qu'une illusion. S'ils se choisissent entre eux avant les élections, à quoi sert le vote? À valider un choix fait en amont par des personnes non élues, puis à nous imposer ce choix via les médias complices de la manœuvre? Nous devons refuser cela de toutes nos forces et nous donner les moyens concrets de contrôler les hommes politiques. C'est la base, empêcher à tout prix les conflits d'intérêts en faisant la pleine lumière, notamment sur ces réunions secrètes. C'est d'une importance cruciale. C'est la démocratie et le bien commun qui sont en jeu. Alors oui, observons comment le Bilderberg pourrait orchestrer des événements auxquels nous sommes confrontés avec Édouard Philippe, un quasi inconnu pour la plupart des Français en 2016, maire du Havre et invité au Bilderberg en 2016. Après cette réunion, il devient subitement le Premier ministre de Macron en 2017. Et en fait, ce type, peut-être malgré lui, a lâché le morceau en 2018 sur la pandémie à venir en 2019 et la guerre avec la Russie en 2022. Écoutez. Peut-être que dans 5 ans, on me reprochera de ne pas avoir augmenter les efforts dans la recherche médicale parce qu'il y aura un virus qu'on n'a pas vu venir. Tu vois? Tu peux prendre le pari là-dessus? Peut-être que dans 5 ans, quelqu'un viendra me dire « Mais vous n'avez pas vu que les Russes, ils allaient envahir la Pologne ?» Les Russes veulent envahir quoi? Non mais, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi, mais... Tu vois tu peux faire le pari que dans les 10 ans qui viennent, on n'aura pas un risque sur notre sécurité. Je parle d'un risque sérieux. On a déjà des risques sur notre sécurité, accessoirement. Coucou. On connaît déjà cette... Donc tout est clairement dit en 2018 et soit ce type est un génie visionnaire, un véritable oracle, ou alors il a simplement entendu en avant-première l'agenda confidentiel des Bilderberg. Je vous laisse bien sûr deviner, comme par enchantement, ce gars a été de nouveau invité cet été à la petite sauterie des Bilderberg à Lisbonne et devinez quoi ? Présidentielle 2027 pour Emmanuel Macron, Édouard Philippe pourrait prendre le relais. C'est fou quand même ce millionième hasard soigneusement orchestré dans ce petit club privé de milliardaires. Et voilà pourquoi maintenant on voit le Édouard Philippe, maire du Havre, se pavaner sur tous les plateaux pour s'exprimer sur absolument tous les sujets en préparation de son intronisation. Comme avec Macron, ils sont en train de créer de toutes pièces une marionnette de président médiatique. Eine wahrhaftige Weltpause und weiter in dem Bewusstsein und dieses Wissen einzige Macht und alleinige Macht, einzige Macht. Alors je vais citer pour finir l'excellente Myriam Palomba. Ce gouvernement parle sans arrêt des nazis et de l'ultra-droite, mais qui a massacré les gilets jaunes, restreint nos libertés, mis des chars sur les Champs-Élysées, menti sur un vaccin, rallongé le départ à la retraite, réduit les indemnités chômage, fait passer les immondes lois sur la programmation militaire et la surveillance généralisée, augmenter l'insécurité et la pauvreté, nier le Parlement avec ses 49.3 et j'en passe. Ça fait des années qu'ils agitent le drapeau des extrêmes pour masquer leur propre dangerosité. Et ça marche. Et oui, ce gouvernement est un champion du discours sur les nazis tout en jonglant avec les chars sur les Champs-Élysées. Ils font de la prestidigitation politique en agitant l'épouvantail de l'ultra-droite pour masquer leur dangerosité massive. Alors la question que l'on peut tous véritablement se poser, sommes-nous dirigés par des nazis? Je vous laisserai y répondre dans les commentaires ci-dessous. De mon côté, je pense que les nazis font partie d'un plus gros groupe de criminels à l'international dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais qui existe depuis très longtemps, même avant la Seconde Guerre mondiale. Je travaille sur une vidéo sur le sujet qui va prendre un petit peu de temps. En attendant, regardez aussi les sources de cette vidéo. Ci-dessous, vous allez pouvoir trouver d'autres informations que je ne pouvais pas inclure dans cette vidéo d'aujourd'hui car déjà trop longue. Et pour terminer maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'année 2024 est la toute dernière ligne droite. Ça passe ou ça casse. En tout cas, c'est l'année décisive. Plus que jamais, il est l'heure de motiver toutes les troupes. Notre avenir et l'avenir de nos enfants en dépend largement. Je vous aime très très fort les amis et ensemble, on va tous y arriver.
Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime qui est juste en dessous et partagez massivement partout sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez également m'aider avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore un peu plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.